Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en coups de paralysie sur l'avenue déserte, peignant les néons d'un flou tremblant. Sous un porche, un sans-abri recroquevillé enroulait autour de ses épaules un carton humide. Il s'appelait Marco, cheveux grisonnants, visage creusé par la ville, mains tachées d'encre et de souvenirs. Il connaissait les odeurs de la rue mieux que personne, la bile du métro, l'huile froide des camions, l'odeur sucrée des cafés abandonnés. Le millionnaire arriva comme un météore, costume 3 pièces dégoulinant de pluie, sac de cuir serré d'une main, téléphone collé à l'oreille. Son nom était Thomas Davenport, richesse froide, sourire poli et cette posture que la fortune vous donne, qui vous rend invisible au regard des autres. Mais ce soir-là, quelque chose coinçait dans sa voix, il parlait avec une urgence effilée, ses yeux cherchant une issue qui n'existait pas. Marco leva la tête. Il avait appris à lire les gestes d'un homme avant les mots. Le regard de Thomas était accroché à la porte d'un immeuble cossu, où une réceptionniste au visage parfait contrôlait l'accès comme une reine de glace. Derrière elle, l'ascenseur s'ouvrait et se refermait, délivrant des silhouettes pressées. « Ne t'assieds pas, sinon tu mourras », hurla Marco. Le cri fendit la pluie. Thomas pivota, stupéfait, puis se figea, la main sur la poignée de la porte. Une seconde plus tard, un homme s'approcha, frôlant la porte avec une fausse bonhomie. Il portait un imperméable sombre, son sourire avait le poli des habitudes louches, et sur sa veste glissait une lueur humide, une seringue minuscule, noire comme une mouche. La scène eut la clarté d'un flash. Thomas reconnut, trop tard, la perfidie d'un piège préparé, une chaise au rez-de-chaussée, placée tout près d'un canapé, destinée à attirer quelqu'un qui, repu par le stress, s'autorise le repos. Une chaise piégée, assis, un mécanisme déclenché, un liquide s'évapore, un rayon court et mortel. Un plan froid, industriel, mis au point par des mains expertes. Marco bondit. Il n'était pas un héros calibré par les journaux, il avait seulement la vitesse d'un homme qui a passé des années à sauver sa peau. Il saisit Thomas par le poignet, lui arrache la main de la poignée, et le tira en arrière comme si la vie dépendait d'un fil. Thomas, sous le choc, recula, tandis que l'inconnu au sourire s'approchait, son regard désormais fixé sur Marco comme sur un obstacle. « Qui êtes-vous » grogna l'inconnu, la voix lisse comme du métal poli. Marco ne répondit pas. Il avait déjà compris, cet homme n'était pas là pour voler, ni pour une dispute ordinaire. Sa gestuelle trahissait un professionnel de la mort, quelque chose d'économique, d'efficace. Marco jeta un coup d'œil à la chaise. Le coussin portait une auréole sombre, un dépistage rapide, un signe qu'un spray mortel était prêt. S'asseoir et la fin. Ne t'assieds pas, répéta Marco, plus bas, plus urgent. Sors. Maintenant. Thomas regarda Marco. La pluie dessina des chemins sur son visage. Il entendit la peur, pas celle de perdre un portefeuille, mais celle que l'on a en présence d'un danger réel. Une humilité étrange le traversa, comme si la fortune venait soudain de s'effriter. Il obéit. Ils partirent en courant, dans une ruelle qui sentait le savon froid des lessives et le moteur tiède d'un camion de livraison. L'assaillant jura, pas encore prêt à abandonner. Mais Marco, avec ses années de survie, connaissait le terrain. Il manœuvra, fit tomber une poubelle métallique, USA d'un geste pour détourner l'attention comme on détourne une flamme. L'inconnu trébucha sur la poubelle, perdit l'équilibre, mais pas le contrôle. Il sortit brusquement une deuxième seringue, plus longue celle-ci, et l'agression prit une tournure plus déterminée. C'est alors que la nuit se fissura d'un autre cri, un cri humain, mais aussi un écho de la ville, sirène lointaine. Quelqu'un avait appuyé sur l'alarme. Le plan ne prévoyait pas cela. L'inconnu jura, fendit la poche, et s'enfuit. Marco et Thomas restèrent pantelants, deux corps sous la pluie, respirant comme si le temps leur rendait une seconde chance. Thomas put enfin prononcer le mot venu du fond de lui. Pourquoi ? Marco haussa les épaules comme on enfile un vêtement usé. Il n'était pas fait pour expliquer les miracles. Je sais reconnaître le danger. Et je connais les pièges qu'on laisse pour les gens qui ne regardent pas où ils posent leur cul. Thomas rit, un son rauque, incrédule. La pluie lavait sa cravate,
mais pas la gêne d'avoir failli. Il regarda Marco plus longuement, et la honte se mêla à la gratitude. Je m'appelle Thomas Davenport, dit-il enfin, comme si présenter son nom pouvait réparer l'univers. Je vous dois la vie. Marco cligna des yeux. Marco. Et tu me dois un sandwich. Un silence, puis les deux hommes sourirent. C'était un sourire qui sonnait faux, trop fragile pour la pluie qui tombait, et pourtant vrai, comme un pont jeté entre deux rives opposées. Le lendemain, la nouvelle avait fait le tour de l'immeuble. Pas la version officielle, évidemment, pas « un sans-abri a sauvé un millionnaire d'un assassinat ». Non, la concierge parla d'un « incident », la presse d'un « malaise ». Les mots se plièrent à la langue de la convenance. Mais Thomas n'aimait pas la convenance. Il réveilla, contre toute attente, un besoin étrange de savoir. Qui avait orchestré ce piège? Pourquoi cibler un homme comme lui? Les réponses n'existaient pas dans son téléphone, elles étaient trop humaines, trop tissées d'ombre. Il trouva Marco le soir même, non loin du pont où l'homme avait l'habitude de dormir. Marco vivait parmi des sacs poubelles et des couvertures éventrées, mais il avait un coin propre, une routine de survie raffinée. Thomas hésita, le monde officiel n'apprendrait jamais à frapper à la porte d'un sans-abri, puis il frappa quand même. Marco l'accueillit sans surprise. Il fit pénétrer Thomas dans son abri de fortune et accepta le sandwich, comme s'il s'agissait d'un tribut ancien. Thomas sortit un portefeuille, mais Marco le refusa d'un geste. « Alors » demanda Thomas. « Qui vous a donné l'alerte au kiosque? Qui a appelé la police ?» Marco plia son sandwich, réfléchit. « Une vieille dame. Elle m'a vu crier. Elle a crié plus fort que moi. Son nom ?» Marco le regarda, puis le trouva. « Madame Alvarez. Elle habite au 3e, porte C. La concierge l'appelle la vieille chouette. » Thomas nota le nom. Ce détail était trop précis pour être inutile. Il se leva, déterminé, il allait découvrir la vérité. Mais Marco posa sa main sur son bras, comme pour freiner une impulsion. « Tu veux vraiment savoir ?» demanda Marco lentement. « Parce que parfois, savoir, ça pèse. Les gens qui posent des pièges n'aiment pas qu'on les déterre. » Thomas sentit, pour la première fois, le frisson d'une menace réelle, différente de l'adrénaline qu'il avait réveillée la veille. Sa fortune ne le protégeait pas de tout, surtout pas des secrets enfouis derrière les sourires polis. « Je veux savoir » répondit-il. Marco sourit, un sourire sans fioriture. « Alors tu restes avec moi ce soir. Tu apprends la ville à genoux. Et tu me montres comment on dépense 2 millions sans trembler. » Ils rirent. Pas par joie, mais en reconnaissance d'un pacte improbable, l'un devait de la vie à l'autre, et l'autre déposerait sa fierté comme on pose une arme. Ce soir commençait une alliance qui allait creuser sous la peau propre de la ville, vers des bas-fonds où l'on cultive la haine, et vers des bureaux où l'on plante des plans de mort. La pluie s'était arrêtée. Mais quelque part, la machine qui avait failli tuer Thomas venait de se remettre en marche. Le lendemain matin, Thomas se réveilla dans son appartement de luxe, mais le confort n'avait jamais paru aussi fragile. Le souvenir de la seringue et de la chaise piégée le hantait. Chaque détail était gravé dans sa mémoire, depuis la lueur sur le coussin jusqu'au bruit métallique de la poubelle que Marco avait fait tomber pour distraire l'agresseur. Il fit appel à son assistant personnel, Ethan, un jeune homme méthodique et prudent. « Ethan, prépare tout ce que nous avons sur les menaces récentes dans le quartier. Et fais des recherches sur les entreprises ou individus qui auraient pu vouloir me faire du mal. » Ethan hocha la tête, mais l'inquiétude se lisait sur son visage. Même dans l'univers de la haute finance, il y avait des dangers qu'aucun contrat ne pouvait couvrir. Thomas décida qu'il devait revoir Marco. Le sans-abri, avec ses yeux perçants et son instinct, détenait la seule clé pour comprendre la nature réelle de l'attaque. Il prit son manteau, son portefeuille et une arme de poing qu'il possédait pour sa protection, non pas qu'il espérât l'utiliser, mais pour se rassurer. Marco l'attendait sous le pont, comme convenu. Le regard de Thomas se posa sur les rues humides et silencieuses, les passants pressés et les poubelles débordantes, et il comprit que Marco vivait dans un monde parallèle au sien, où la survie se mesurait en secondes et non en millions. « Tu es revenu » dit Marco, la voix ferme mais calme. « Je pensais que la peur t'aurait retenu dans ton hôtel. » Thomas sourit,
un peu nerveusement. La peur n'est pas ce qui me retient. La curiosité, oui. Qui a fait ça? Qui a mis cette chaise piégée? Marco s'arrêta, l'air sombre. Ce n'est pas pour toi qu'ils l'ont fait. Tu es un pion dans un jeu beaucoup plus grand. Tu veux voir le vrai visage de ceux qui contrôlent la ville? Thomas sentit un frisson. Oui. Marco le guida à travers des ruelles étroites, jusqu'à un bâtiment abandonné dont les murs étaient recouverts de graffitis et de fissures. Ici, dit Marco, c'est là que la ville se cache. Les gens que tu croises chaque jour ont des secrets que tu ne peux même pas imaginer. À l'intérieur, la lumière était faible, et l'odeur de poussière et de moisissure embaumait l'air. Des silhouettes bougeaient dans l'ombre, des hommes et des femmes, chacun portant les traces d'une vie rude, chacun avec un regard calculateur. Marco fit signe à Thomas de rester en retrait. Soudain, un homme surgit, mince, les yeux brillants de malice. Il s'adressa à Marco d'une voix basse mais insistante. Tu ne devrais pas traîner avec lui. Il est riche. Ils viendront pour lui, et tu le sais. Marco répondit simplement, il a déjà été visé. Et maintenant, il sait que nous existons. Il doit apprendre. Thomas, perplexe, observa la scène. Il réalisa que la chaise piégée n'était pas une attaque isolée, c'était le commencement d'une chaîne. Une organisation invisible, opérant dans l'ombre, testant les limites de son pouvoir, et utilisant la peur comme une arme. Alors je dois apprendre quoi exactement? Demanda Thomas. Marco sourit, mystérieux, à voir la ville telle qu'elle est. À reconnaître les dangers avant qu'ils ne frappent. Et surtout, à comprendre que parfois, sauver une vie commence par regarder là où personne ne veut regarder. Thomas sentit que sa vie venait de basculer. Le monde doré qu'il connaissait n'était qu'une façade. Sous les lumières et les gratte-ciel, un réseau de secrets et de menaces tissait sa toile. Et maintenant, lui et Marco étaient liés par ce premier geste, ce cri dans la nuit, « Ne t'assieds pas, sinon tu mourras ». Dans l'ombre du bâtiment abandonné, Thomas comprit qu'il allait devoir descendre encore plus profondément dans ce monde inconnu, s'il voulait survivre et découvrir qui avait voulu sa mort. Thomas ne dormait plus. Chaque son de la ville, chaque cliquetis métallique, chaque pas résonnait comme un avertissement. Le millionnaire, habitué à contrôler chaque détail de sa vie, sentait pour la première fois une inquiétude qui lui échappait. Marco, lui, semblait danser avec cette incertitude comme un vieux marin sur une mer agitée. Ce matin-là, Marco conduisit Thomas vers un petit café en périphérie de la ville, loin des gratte-ciel et des boutiques de luxe. Le lieu semblait ordinaire, quelques tables en bois, des murs ébréchés, une odeur de café corsé et de pain chaud. Mais Marco savait que certains regards, certains gestes, en disaient plus que n'importe quelle caméra de surveillance. Ici, dit Marco, tu peux apprendre à lire les gens. Observe bien. Thomas observa. Un homme à la barbe mal rasée feignait de lire le journal, mais ses yeux glissaient sur chaque nouveau client. Une serveuse semblait distraite, mais elle notait tout sur un petit carnet. Même un vieil homme, assis au fond, surveillait l'entrée comme un faucon. Marco fit un signe discret, tous ces gens faisaient partie du réseau. Le monde que tu connais est un masque, murmura Marco. Les riches ont leur masque, les pauvres aussi. Et ceux qui tirent les ficelles, n'ont pas de masque. Thomas sentit un frisson. Il n'avait jamais envisagé que la ville puisse être gouvernée par des règles invisibles. Comment sait-on qui est de notre côté? Demanda-t-il. Marco sourit, on ne le sait pas. Tu observes, tu attends, tu lis les gestes. Et tu ne t'assieds jamais là où on te dit de t'asseoir. Soudain, un bruit derrière eux. Une silhouette se glissa jusqu'à leur table et posa un petit appareil numérique. Marco fit un signe à Thomas, c'est un message. Thomas regarda l'écran, une vidéo de la chaise piégée, prise depuis un angle différent. La seringue, le liquide noir, tout était montré avec précision. Ils te préviennent, dit Marco. Ou ils testent ta réaction. Thomas sentit une colère sourde. Qui oserait jouer avec sa vie de cette façon? Qui pensait pouvoir le manipuler? Mais en regardant Marco, il comprit que la colère seule ne suffisait pas. Il devait comprendre, apprendre, anticiper. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Thomas. Marco se leva, son manteau flottant derrière lui.
Maintenant, on entre dans leur monde. Et tu vas voir que ce n'est pas une question de richesse. C'est une question de survie. Ils quittèrent le café, disparaissant dans les ruelles étroites, sous les yeux de ceux qui les surveillaient sans un mot. Thomas sentit le poids du danger, mais pour la première fois, il sentit aussi l'excitation. Il n'était plus un simple spectateur de sa vie dorée, il devenait un acteur dans un jeu où chaque mouvement pouvait sauver ou coûter une vie. Et derrière chaque masque, une vérité attendait d'être dévoilée. La nuit tombait tôt, et les ombres de la ville semblaient avaler chaque pas de Thomas et Marco. Après le café, ils avaient rejoint un ancien entrepôt abandonné, un lieu que Marco appelait le Creuset. C'était là que les informations circulaient, que les alliances se formaient, et que ceux qui connaissaient la ville sous tous ses angles préparaient leurs mouvements. Marco fit signe à Thomas de s'asseoir sur un vieux tonneau. Ici, dit-il, on ne se précipite pas. On observe. On écoute. Et on lit les signes. Thomas observa autour de lui. Plusieurs personnes, certaines qu'il avait déjà vues au café, prenaient des notes, chuchotaient, échangeaient des regards rapides. Marco l'initia au geste, au silence et aux signes qui trahissaient les véritables intentions de chacun. Soudain, un homme s'avança, mince, avec une cicatrice qui traversait sa joue droite. Marco fit un geste de reconnaissance. L'homme se présenta, « Je m'appelle Elias. Je suis un informateur. J'ai vu quelque chose d'étrange près de ton bureau, Thomas. » Thomas fronça les sourcils. « Mon bureau ? Quoi ?» Elias sortit une clé USB de sa poche et la tendit. « Hier soir, quelqu'un est entré dans ton immeuble. La caméra de sécurité principale a été manipulée. Cette clé contient des images que la caméra secondaire a pu capturer. » Thomas prit la clé USB, le cœur battant. Il savait que chaque seconde comptait. Marco lui murmura, « Reste calme. Tout ce que tu feras maintenant doit être précis. » Ils s'éloignèrent dans une zone plus tranquille pour visionner les images. Sur l'écran, Thomas reconnut son bureau, la chaise piégée, et un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant, un professionnel, sûr de lui, méthodique. Chaque geste était calculé, comme s'il avait répété ce scénario des dizaines de fois. « Ce n'est pas un hasard, dit Marco. Ce type travaille pour quelqu'un de plus haut. Et ce quelqu'un veut te tester. » Thomas sentit la peur et l'adrénaline monter ensemble. Ce n'était plus seulement sa vie qui était en jeu, mais aussi le mystère derrière cette attaque. Marco posa une main sur son épaule. « Il faut comprendre les intentions avant d'agir. Ne fonce pas, apprends à anticiper. » Thomas hocha la tête. Pour la première fois, il réalisa que sa fortune et son influence ne suffiraient jamais à le protéger. La survie dépendait désormais de sa capacité à voir derrière les apparences, à lire les ombres, et à écouter ceux qui, comme Marco, connaissaient la ville mieux que lui. Alors qu'il quittait l'entrepôt, un sentiment étrange s'installa, le piège de la chaise n'était que le début. Quelque chose de beaucoup plus vaste se préparait, et Thomas allait devoir descendre encore plus profondément dans ce monde d'ombre pour découvrir qui avait voulu sa mort, et pourquoi. Les jours suivants, Thomas se mit à observer chaque détail de sa vie quotidienne. Les gestes de ses employés, les visiteurs inattendus dans son bureau, et même les livreurs semblaient désormais suspects. Marco, toujours à ses côtés, l'initia à un art qu'il connaissait depuis des années, la lecture des intentions derrière chaque mouvement, chaque regard furtif. Une nuit, ils suivirent une piste donnée par Elias, l'informateur. Une camionnette noire circulait depuis plusieurs jours autour de l'immeuble de Thomas, toujours en retard le soir et jamais vue par les caméras principales. Marco et Thomas la traquèrent jusqu'à un entrepôt situé à la périphérie de la ville. « Prends note, » murmura Marco. « Ceux que tu vois là-dedans ne sont pas de simples voleurs. Ils protègent quelqu'un ou quelque chose. » À travers les fenêtres sales, Thomas aperçut des silhouettes en train de manipuler des objets inconnus et de transporter des caisses vers l'intérieur. Il reconnut le type de la chaise piégée, son calme professionnel trahissait une expérience mortelle. Thomas sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Il faut savoir qui est le cerveau derrière tout ça, » murmura Marco. « Et tu vas devoir aller plus près. » Ils attendirent la nuit pour passer à l'action. Marco grimpa silencieusement par une ouverture latérale, tandis que Thomas suivait à distance prudente. À l'intérieur, les hommes étaient concentrés,
manipulant des dispositifs et des documents. Thomas vit des plans détaillés de son bureau, de son appartement, et même de ses déplacements quotidiens. Une voix résonna. Tout est prêt pour le test final. Demain soir, il tombera dans le piège. Thomas comprit l'ampleur de la conspiration. Ce n'était plus une simple attaque isolée, quelqu'un voulait le briser, le manipuler, et tester sa réaction. La sophistication de l'opération révélait un réseau puissant, capable de prévoir ses moindres gestes. On doit agir, dit Thomas, la colère et la détermination mêlées. On ne peut pas attendre qu'il frappe encore. Marco hocha la tête. Oui, mais il faut le faire intelligemment. Une erreur, et nous serons les prochaines victimes. Ils prirent des photos et copièrent des documents sur un petit appareil, s'assurant de ne laisser aucune trace de leur présence. Lorsqu'ils quittèrent l'entrepôt, Thomas sentit que le danger ne faisait que commencer. Les ennemis étaient plus nombreux et plus puissants qu'il ne l'avait imaginé, et chaque décision pouvait devenir une question de vie ou de mort. Dans la rue, sous les néons tremblants, Thomas comprit enfin que sa vie dorée était un écran fragile. Le vrai monde, celui des pièges, des manipulations et des dangers invisibles venait de s'ouvrir à lui. Et il n'avait pas le droit de se tromper. Après la découverte de l'entrepôt et des plans détaillés de sa vie, Thomas comprit que rester sur la défensive ne suffirait pas. Il devait identifier celui qui orchestrait tout cela. Marco, toujours calme et méthodique, le guida vers un ancien contact, Lila, une analyste du renseignement urbain, capable de relier les indices que les autres négligeants. Dans un petit appartement rempli d'écrans et de fils qui s'entremêlaient comme des racines, Lila analysa les documents et les images volées à l'entrepôt. Ses doigts dansaient sur le clavier, traçant des connexions invisibles. « Vous avez affaire à quelqu'un de très organisé », dit Lila en pointant l'écran. « Les hommes que vous avez vus sont des exécutants. Le cerveau, le vrai commanditaire, opère dans l'ombre. Mais je peux vous donner une piste, un nom revient plusieurs fois, un certain Hawthorne Industries. » Thomas fronça les sourcils. « Une entreprise ? » « Oui, » répondit Lila. « Mais pas une entreprise ordinaire. Ils ont des connexions avec la sécurité privée, la surveillance électronique, et des moyens pour manipuler presque n'importe quoi dans la ville. » Marco hocha la tête. « C'est eux qui ont préparé le piège de la chaise. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. » Thomas sentit une colère froide monter en lui. Sa vie avait été mise en jeu pour un simple test, et maintenant il savait qui se cachait derrière ce jeu mortel. « Il faut frapper avant qu'il ne frappe à nouveau, » dit-il. « Justement, » répondit Marco, « nous allons entrer dans leur territoire. Observer, recueillir des preuves, et comprendre le plan avant qu'il ne se réalise. Mais tu dois te préparer à ce que tu découvriras ne soit pas ce que tu imagines. » Thomas acquiesça. La détermination remplaçait sa peur. Cette fois, il ne serait pas seulement un spectateur. Il allait prendre l'initiative, découvrir le commanditaire, et mettre fin à cette série de pièges. La nuit tomba sur la ville, et Thomas, Marco et Lila préparèrent leur infiltration dans le quartier général de Hawthorne Industries. Chaque détail comptait, entrée, garde, caméra, routine. Tout devait être anticipé. Alors qu'il s'approchait du bâtiment massif, Thomas sentit une tension électrique. La confrontation avec le commanditaire approchait, et il savait que cette rencontre pourrait changer sa vie à jamais. Sous les lumières froides de la façade de Hawthorne, une seule pensée traversa son esprit, cette fois, il ne serait plus un pion. Il allait entrer dans le jeu, et il allait le gagner. La façade de Hawthorne Industries se dressait devant eux, imposante et glaciale, comme un château moderne. Thomas sentit le poids de chaque pas, ici, chaque mouvement pouvait être observé, chaque erreur payée au prix fort. Marco, habitué à ce genre de territoire, guida Thomas et Lila vers une entrée latérale peu surveillée. « Là où ils pensent qu'il n'y a rien, c'est là que nous allons, » murmura Marco. À l'intérieur, le hall résonnait de cliquetis métalliques et de bips électroniques. Les caméras semblaient omniprésentes, mais Lila avait trouvé des failles dans leur couverture. Thomas avançait lentement, observant les gardes et les employés qui allaient et venaient, tous masqués par la routine quotidienne. « Souviens-toi, » chuchota Marco, « chaque détail compte. Lis leurs gestes. Les hommes qui travaillent ici ont l'habitude de contrôler, pas d'être contrôlés. »
Ils atteignirent finalement une salle de surveillance, où plusieurs écrans montraient différentes parties du bâtiment. Thomas reconnut l'homme de la chaise piégée, toujours méthodique, analysant les données de manière presque obsessionnelle. Mais ce n'était pas lui le cerveau. Soudain, un écran montra un visage qu'aucun d'eux n'avait encore vu, celui d'un homme élégant, portant un costume sur mesure, ses yeux perçants scrutant quelque chose à distance. Sur l'écran, il donna un ordre, calme mais autoritaire, le test est terminé. Préparez le prochain. Thomas sentit son cœur se serrer. C'était lui, le commanditaire. Tout le plan, toute la manipulation, toute la mise en scène de la chaise piégée, venait de cet homme. Qui est-ce ? Murmura Thomas, sa voix à peine audible. C'est le directeur de Hawthorne Industries, répondit Lila. Peu de gens l'ont vu en vrai. Il tire les ficelles depuis l'ombre. Et je te le dis, il ne joue jamais pour perdre. Marco hocha la tête. Maintenant tu comprends. Ils veulent tester ta réaction, te mesurer. Mais ce n'est pas qu'un jeu. Ils ont un objectif précis. Thomas sentit une détermination nouvelle le traverser. Il ne s'agissait plus seulement de survie. Il fallait comprendre leur motivation, trouver leurs failles et se préparer à la confrontation finale. Il nous faut plus d'informations, dit Thomas, le regard fixé sur l'écran. Chaque détail, chaque interaction, chaque ordre. Nous devons savoir ce qu'ils veulent vraiment. Marco sourit légèrement, bienvenue dans le vrai jeu, Thomas. Et rappelle-toi, dans ce monde, les apparences sont des pièges, et chaque sourire peut cacher un couteau. Alors qu'ils quittaient la salle de surveillance pour continuer leur exploration, Thomas comprit que le combat n'avait fait que commencer. Le commanditaire masqué était puissant, intelligent et imprévisible. Mais pour la première fois, Thomas se sentit prêt à affronter l'inconnu. Thomas, Marco et Lila continuaient leur exploration dans les couloirs ultra sécurisés de Hawthorne Industries. Chaque porte verrouillée, chaque caméra, chaque capteur semblait les défier. Mais Marco connaissait le langage des ombres, et Lila savait manipuler la technologie. Thomas apprenait vite, observer, anticiper, ne jamais se précipiter. Ils atteignirent finalement une salle verrouillée par un système biométrique avancé. Lila analysa le mécanisme, puis murmura « Donnez-moi quelques minutes, et nous aurons accès à ce que vous cherchez. » À l'intérieur, ils découvrirent une pièce remplie de dossiers, d'ordinateurs et de photographies. Thomas parcourut rapidement les documents, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure. Il réalisa que ce qu'ils avaient sous les yeux dépassait de loin un simple test. Hawthorne Industries suivait et manipulait des dizaines de personnes influentes dans toute la ville, utilisant la peur et le contrôle pour étendre leur pouvoir. Mais la découverte la plus choquante fut une série de dossiers sur Thomas lui-même. Son nom apparaissait sur presque chaque document, routine quotidienne, finances, relations, même ses proches. Et au sommet de tous ces dossiers, une photo récente de lui, assis sur cette fameuse chaise piégée. Il nous surveillait depuis le début, dit Thomas, la voix glaciale. Tout ça, ce n'était pas un hasard. Il voulait me mesurer, mais pourquoi ? Lila feuilleta un dossier et s'arrêta sur un article annoté à la main, une vieille affaire où Thomas avait involontairement empêché un projet douteux de Hawthorne Industries. Il y a votre réponse, dit-elle. Il vous en veut depuis longtemps. Il voulait tester vos réactions pour savoir comment vous pourriez être neutralisé ou manipulé. Marco hocha la tête, grave. Ce n'est pas juste un jeu de pouvoir. C'est une vengeance soigneusement planifiée. Et maintenant qu'il sait que tu sais, il va accélérer ses plans. Thomas sentit une tension extrême, il ne pouvait plus reculer. La survie n'était plus suffisante, il fallait frapper, comprendre la psychologie de l'ennemi, et utiliser ses propres atouts. On doit préparer une contre-attaque, dit Thomas, déterminé. On connaît maintenant la cible et ses méthodes. Il est temps de renverser la situation. Marco sourit légèrement. Parfait. Mais rappelle-toi, dans ce jeu, le plus fort ne gagne pas toujours. Parfois, celui qui anticipe le coup avant l'autre, prend le contrôle. Thomas regarda les dossiers étalés devant lui. Le visage du commanditaire le fixait depuis chaque page, et pour la première fois, il comprit que ce combat n'était pas seulement physique ou technologique, c'était un duel d'esprit, de stratégie et de sang-froid. Le moment de vérité approchait.
Et Thomas savait qu'une seule erreur pouvait être fatale. Le jour de la contre-attaque arriva. Thomas, Marco et Lila avaient passé plusieurs nuits à analyser les données, à étudier les routines du commanditaire, et à préparer un plan complexe. Chaque détail devait être parfait, un mouvement mal calculé et tout pouvait s'effondrer. Marco regarda Thomas, sérieux, tu es prêt à entrer dans le nid du loup. Rappelle-toi, la patience et l'anticipation sont nos meilleures armes. Thomas hocha la tête. Sa peur avait été remplacée par une détermination froide. Il n'était plus le millionnaire naïf de la première nuit, il était devenu un joueur, un stratège, capable de suivre les ombres. Ils mirent leur plan à exécution, Lila pirata le système de sécurité pour créer des failles temporaires, Marco guida Thomas à travers les couloirs et les passages dérobés, et Thomas se préparait à confronter directement le commanditaire. Dans le bureau central, le commanditaire était là, comme prévu, absorbé par ses écrans et ses communications. Il ne les avait pas vus venir. Thomas fit un pas en avant, détendu mais vigilant, tandis que Marco et Lila restaient cachés à proximité pour intervenir si nécessaire. « Je vous attendais », dit le commanditaire, un sourire froid sur le visage. « Vous êtes plus audacieux que je ne le pensais. Mais vous tombez exactement dans le piège que je voulais tester. » Thomas répondit calmement, « Test terminé. Maintenant, c'est moi qui pose les règles. » Il activa discrètement un dispositif que Lila avait préparé, les communications du commanditaire furent brouillées, ses caméras neutralisées. La surprise fut totale. Le commanditaire comprit que son plan avait été anticipé et qu'il n'avait plus le contrôle. « Comment ?» balbutia-t-il, la colère montant dans sa voix. Thomas sourit légèrement. « Tu as sous-estimé la ville, et la chance de ceux qui connaissent ses ombres. » Marco entra dans la pièce, imposant, tandis que Lila verrouillait la salle de l'extérieur. Pour la première fois, le commanditaire se retrouva impuissant, observé et contrôlé. Thomas tenait désormais les cartes. « Tu voulais me briser, me mesurer, mais c'est toi qui es piégé maintenant, » dit Thomas. « Chaque plan, chaque manipulation, j'ai tout vu. Et je vais m'assurer que personne d'autre ne tombe dans ton piège. » Le commanditaire, assis et silencieux, comprit que son pouvoir était rompu. Les exécutants, désorientés, se rendirent compte que la partie avait tourné. Thomas avait non seulement survécu, mais il avait pris l'initiative, transformant la peur en contrôle. Marco posa une main sur l'épaule de Thomas, « Bien joué. Mais rappelle-toi, le jeu continue. » Thomas sourit, un mélange de soulagement et de triomphe. Il avait affronté l'inconnu, déjoué les pièges et découvert que la vraie force venait de la perspicacité et de la détermination. Et pour la première fois, il sentit que sa vie n'était plus dictée par la peur. Le lendemain, Thomas décida qu'il était temps de mettre fin au cauchemar et de révéler la vérité. Avec Marco et Lila à ses côtés, il organisa une confrontation publique. Les médias, curieux après plusieurs incidents mystérieux impliquant Thomas, furent conviés à un communiqué officiel dans le hall de Hawthorne Industries, désormais sécurisé et sous surveillance. Thomas monta sur l'estrade improvisée, le commanditaire assis à quelques mètres, impuissant. La salle était remplie de journalistes, de caméras et d'agents de sécurité. Thomas inspira profondément. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, la voix claire et assurée, ces derniers jours, j'ai été la cible d'une manipulation organisée par Hawthorne Industries, un réseau puissant qui s'est permis de contrôler, surveiller et menacer la vie de citoyens et d'influents de cette ville. » Un murmure parcourut la salle. Les visages surpris se tournèrent vers le commanditaire, dont l'expression passa de la colère à l'incrédulité. Thomas continua, « Grâce à l'aide d'individus courageux, dont Marco et Lila, j'ai pu anticiper leurs actions, recueillir des preuves et comprendre l'ampleur de leurs opérations. Aujourd'hui, ces informations sont remises aux autorités compétentes, et justice sera faite. » Il brandit les dossiers et photos qu'ils avaient collectés. Les caméras capturèrent chaque détail. Le commanditaire ne pouvait plus nier ni manipuler. La vérité, exposée publiquement, détruisait le pouvoir qu'il croyait absolu. Marco, discret mais fier, observa Thomas, le millionnaire qu'il avait sauvé avait maintenant pris le contrôle complet de la situation, transformant le danger en victoire. Lila, elle, avait déjà envoyé les preuves aux autorités et aux médias, assurant que Hawthorne Industries ne pourrait plus nuire.
Le commanditaire fut emmené par les autorités, tandis que ses complices furent arrêtés ou neutralisés. La ville découvrit un réseau de manipulation et de corruption qu'elle n'aurait jamais soupçonné. Thomas avait non seulement survécu, mais il avait dévoilé la vérité, protégeant d'autres vies au passage. Lorsque la foule se dispersa, Thomas s'approcha de Marco. « Je ne sais pas comment te remercier. » Marco haussa les épaules, « Juste un sandwich. » Et continue de regarder là où les autres ne regardent pas. Thomas rit, pour la première fois depuis la nuit de la chaise piégée. La peur avait laissé place à la force, la méfiance à la stratégie, et l'incertitude à la maîtrise. La ville, quant à elle, continuait de vivre, mais désormais, Thomas savait que derrière chaque sourire poli et chaque façade lisse, des ombres pouvaient se cacher, et qu'il était prêt à les affronter.